Donc bonjour à tous, bienvenue. Je reçois de nouveau Didier Gadea, donc secrétaire général du MODEF. Et donc tu vas nous parler crise viticole suite, tu vas parler du reportage que tu as vu sur France 5, où bien sûr il n'est pas complet, hein. Moi j'ai reçu plein d'SMS aussi. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites. Le problème dans les émissions, c'est qu'on est orienté sur un type de questions et on répond aux questions. En fait, ça marche par sujet, quoi. Donc, faudrait refaire peut-être deux ou trois émissions comme ça, en les ciblant un peu, en ayant un horizon plus large, quoi. Vas-y, Didier. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, viticulture crise suite. Voilà, c'est parce que comme ça nous permet tous les 2 ou 3 mois de faire un petit peu le point sur l'évolution de ce que propose le gouvernement et ce que propose la profession pour la viticulture qui subit une des pires crises. Je pense qu'on peut dire depuis ces 80 dernières années, du moins depuis l'après-guerre. Et Hein. avant, effectivement, j'ai vu le document dont hier. Alors oui, effectivement, on peut pas. Je crois qu'il dure 1 heure et demie le document. En 1 heure et demie, bien sûr, qu'on peut pas embrasser tous les problèmes liés à l'agriculture. Néanmoins, moi j'ai un petit bémol à apporter à ce documentaire qui, bien sûr, dénonce l'activité, on va dire, de la FNSEA, sa façon d'opérer, sa façon de faire, sa cogestion. Oui, Ça, là-dessus, il n'y a rien à redire. Et c'est toujours intéressant de revenir là-dessus. Mais il y a un mot qui revient en permanence, c'est productivisme. oui. Et Dans le donc, film, dans le reportage, oui. voilà, donc productivisme, productivisme, productivisme. Et ça, moi, ça me pose un problème parce que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en agriculture, ben, les productions sont en train de s'effondrer. On manque de lait. D'ailleurs, quand vous faites votre tartine le matin avec du beurre et du pain, sachez que une plaquette sur deux, c'est sûrement pas du lait français. C'est pas fait avec du lait français. Fruits et légumes, on en importe 60%. Oui, La oui. viande, c'est la même chose, on en importe massivement et c'est pas prêt de s'arrêter. Et ben, je peux continuer la liste comme ça, Ah hein. oui, oui. C'est la liste à l'après-vert, hein. Mais et donc, comment peut-on dire que c'est un système, que le problème c'est la surproduction, le productivisme, alors que la production s'effondre? Moi, ça me paraît un raccourci un peu plus que bizarre. Bon, le capitalisme, parce qu'il faut parler les choses, faut nommer les choses, hein. Le capitalisme, bah, est en train de rentrer dans ce qu'on appelle une économie de guerre. Oui, Et donc, depuis la crise des subprimes en 2008, ben, c'est une crise permanente économique et on voit que les gros capitaux, d'énormes capitaux, vont plutôt vers la guerre ou vers la spéculation. Et dans le reportage, la spéculation, ils en parlent pratiquement jamais. Les prix, on n'en parle pas. Les marges, ils n'en parlent pas. Et moi, me paraît être un reportage un peu simple, en se disant, ben, il suffira de changer, de passer du productivisme au bio et tout sera réglé. Non, malheureusement, ça va pas se passer comme ça, parce qu'il y a un système économique qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui captent toute la plus-value et qui spéculent. On le voit avec l'énergie, avec le pétrole. On a le gasoil qui est plus cher que l'essence, alors que certainement on a dû te dire la même chose quand tu as eu ton permis la première fois, hein, il y a quelques années de ça. On nous expliquait que l'essence était moins chère, plus chère que le gasoil parce que c'était plus raffiné et donc ça coûtait plus cher. Ben, aujourd'hui, c'est l'inverse. Le gasoil est plus cher que l'essence. Voilà, essaye de comprendre. Voilà. Donc, ce mot de productivisme, moi, ne me convient pas. Et, voilà, c'est une petite critique, mais une oui, je critique comprends. quand même assez fondée, quoi, hein. Parce C'est-à-dire que, qu'au départ, il a bien dénoncé, là, c'est Nicolas Legendre hein, qui conduit Hum, ça, le productivisme breton surtout, mais pas qu'en Bretagne, hum. mais ça a été une période donnée. Mais après, comme tu le dis, je le dis souvent, hein, s'il y avait plus que deux vaches sur le marché, ou s'il y avait plus qu'un viticulteur dans l'Hérault, c'est pas pour ça qu'il vendrait son vin cher, malheureusement. Tout à fait. Alors après, bien sûr, tout ce qui concerne la mentalité, Ah les oui, gens qui sont montrés du doigt, ça c'est vrai, et c'est oui. insupportable. Mais bon, Il y a c'est un autre. longtemps, il y a longtemps que c'est comme ça, Didier.
Oui, 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 oui. Ah ben, moi, j'habite pas loin de Sète, donc il y a une chanson de Brassens là-dessus. Les gens n'aiment pas qu'on vive autrement qu'eux, hein. Bon, bref. Mais dans le monde paysan, c'est plus dur parce que il y a justement un système qui est tenu par la FNSEA qui tient le Crédit Agricole avec les présidences de ce qu'on appelle les secteurs là, le LAMSA. Enfin bon, je veux pas refaire le documentaire. Non, non. Et donc c'est des pressions plus fortes qu'on ne trouve pas, par exemple dans le monde ouvrier. C'est un Non, peu c'est plus vrai. fort. C'est moins fort, c'est moins puissant. C'est vrai. Voilà. Donc c'est tout. Euh, Qui ne m'en veuille pas, Non, hein. non, ben, on a le droit, il faut faire son autocritique, hein. Il y a Ouais, toujours à ouais, ouais. apporter des nouveaux éléments, hein, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc oui, alors la viticulture. Alors bon, ben la viticulture, comme je t'ai dit, il y a un plan d'arrachage que personne, que nous avons nous dénoncé au MODEF en disant que c'était un plan social. Euh, D'ailleurs, au bout de 8 mois, 6 mois, 8 mois, enfin, j'ai pu lire dans un communiqué de notre syndicat le mot plan social. Il est jamais trop tard, hein. Mais alors, il est tout petit, c'est tout petit en bas. C'est dommage, hein. Nous, on l'a mis en titre parce que voilà. Mais peut-être qu'ils viendront, ils nous rejoindront là-dessus. Mais parce que oui, c'est un plan social qui se met en place avec la Oui, possibilité d'une suppression, enfin d'une liquidation de 58 000 emplois induits s'ils arrivent aux 100 000 hectares arrachés qu'ils ont prévus. C'est pas sûr qu'ils y arrivent, hein. Mais donc on descendrait de 700 000 à 600 000 hectares de vignes à peu près? ouais, voilà, c'est ça, ouais, autour des 600 000 hectares, ce qui est peu. Bah, pour référence, hein, au début du XXe siècle, il y avait 2 millions d'hectares, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Mm. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on en avait 800 000, hein. Et puis, j'avais dit dans toutes les autres vidéos que je trouvais qu'il y avait de plus en plus de vignes abandonnées. Oui. Ah oui, C'est-à-dire oui, oui, que, ça c'est vrai. Je voilà. comprends. Et alors là, figure-toi qu'il y a eu, alors c'est pas loin de chez toi, c'est en Touraine. Mhm. L'ODG, donc l'Organisation de défense et de gestion de Touraine. L'ODG, c'est les ODG, ce qui était avant les syndicats de producteurs, hein, s'inquiètent justement du fait qu'il y a de plus en plus d'abandon de vignes dans leur secteur. Et ils ont peur parce que c'est des nids, des foyers à maladie, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu abandonnes la vigne étant une liane, ben, elle va continuer à pousser tant qu'elle peut. Et c'est des foyers à maladies cryptogamiques, hein, comme l'oïdium, le mildiou, ou des maladies de style, enfin, des insectes, quoi, des ravageurs, qui peuvent infester les parcelles eh ben, qui sont, elles, entretenues. Et voilà. Donc, tu vois, ça rejoint mes craintes. Oui. Et je pense que ce phénomène n'est pas assez regardé et pas assez pris en compte. Non, mais je confirme, hein, on a plus de 2 500 000 hectares en friche en France parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Mais dans les vignes, oui, je confirme, chez moi, il y en a aussi, hein. Et attention, hein, je jette pas la pierre aux viticulteurs, bien au contraire, hein. S'ils les laissent en friche, c'est que les gars, ils ont plus de courage. J'utiliserais le mot résigné, moi. Ils sont résignés, les gens. Ils voient que ça rapporte plus, ils prennent plus de goût à travailler, c'est tout. Voilà, il y a ça. Et puis, dans un département ou dans une région comme la mienne, où la coopération a une empreinte forte, Ah oui, ce qui se passe souvent, c'est que on a des gens qui ont un certain âge, qui ne peuvent plus les travailler et qui les donnaient un fermage ou un oui, métayage. oui, Et bien sûr, le fermier ou le métayer, ben, il dit, moi, j'arrête parce que je m'en sors plus. Et donc, la personne, elle récupère ses terres. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse? Elle peut plus travailler, elle a 80 balais ou elle peut plus parce qu'elle a des problèmes de santé. Ou elle peut plus aussi parce qu'elle a déclenché ses droits à la retraite. Et donc, tu peux pas garder plus de 1,60 hectare, hein. Et, oui, et donc, en vigne, ouais. oui, en vigne, oui. Et donc, ils se retrouvent dans la panade et souvent, ben, ce qu'elles font, c'est que elles n'ont pas les moyens d'arracher ou elles connaissent plus le réseau, on va dire, et donc ils laissent tomber les vignes, quoi. Donc, t'as toutes ces formes-là enfin, de situation qui fait que c'est un phénomène, à mon avis, même qui va encore s'accentuer et qui va pas en Ah rester oui, là. oui, oui. Et on aura des phénomènes même chez toi, hein, d'incendie aussi. Oui, oui, ah bah oui, oui.
Parce que l'herbe sèche et après une cigarette, un barbecue mal éteint et ouf. Et tout ça avec un bon vent derrière et il y a tout qui crame, hein. Donc ça, c'est Et une situation qui, surtout dans le sud, hein, méditerranéen, qui est quand même assez inquiétant. Et comme je te l'ai dit là, précédemment, ben, moi j'en vois de plus en plus, hein. Vraiment, et même cette année, hein, j'ai vu qu'il y avait une accélération là-dessus. Voilà. Donc j'ai reçu, moi, un document de France Agrimaire, puisque j'ai fait une demande d'arrachage sur 3 parcelles. Enfin, moi, je vais changer Sur ces 3 parcelles, je vais changer de culture, hein. Je vais passer à de la culture maraîchère. Donc je me suis dit, tiens, je vais envoyer ces vignes à l'arrachage qui étaient au bout, hein. Elles étaient au bout. Il aurait fallu que je replante et tout derrière. J'ai pas envie. Eh bien, figure-toi que j'ai reçu au bout de 2 mois l'autorisation d'arracher de France Agrimaire, mais en me stipulant que pour la prime d'arrachage, rien n'est gagné encore. Donc, je pense que tous mes amis vignerons sont dans la même situation. On nous a promis une prime, mais maintenant on nous dit c'est pas sûr que que vous pourrez en bénéficier. quel montant c'est l'hectare? C'est 4 000 € l'hectare, ce qui n'est pas énorme, hein. Et même ça, ils sont obligés de te dire attention, vous arrachez, hein, mais alors c'est pas sûr que tu touches la prime. Bon, et même si demain ils nous disent ouais, vous pouvez l'arracher, je sais pas quand on va la toucher, parce que ça aussi, ça nous pend au nez. On pourrait être payé à 2, 3 ans, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait nous tomber dessus, quoi. Voilà, donc nous, on continue notre travail auprès des élus. Nous avons contacté des élus, députés, sénateurs, pour les alerter sur cet arrachage des vignes, qui est un plan social, je le répète. On a eu quelques échanges intéressants, mais quand même, on sent pas. Non. Ouais, ils nous écoutent. Ils prennent en considération ce qu'on leur dit, mais franchement, je sens pas une énergie, quoi. Je Non, sens pas non. une énergie. Et alors bon, alors c'est qu'un peu gênant parce que normalement, je pense qu'un député ou un sénateur ou une sénatrice qui se trouve dans une région viticole devrait être un peu plus énergique sur ces points, sur ces questions-là, quand même, hein. Non, mais les gens qui combattent le système économique qui nous détruit, hein, nous les paysans, les viticulteurs, les hommes politiques, hein, il y en a, hein, il y en a toujours, ça existe, hein, partant du petits élus ou voilà, ou dans certains groupes parlementaires, mais ils sont vraiment minoritaires, hein. Beaucoup ne veulent pas se mouiller, ils gardent leur mandat, et ceux qui se mouillent beaucoup, des fois, ils sont mis à l'écart. Et non, globalement, on peut pas dire que les politiques nous défendent. Ils se couchent devant le rouleau compresseur économique. C'est ce qu'on constate, hein, de toute façon, Didier. Bah, en tout cas, sur le point de vue sur la viticulture, je sens pas un élan particulier et même au-delà, on a contacté la CGT. Hmm. Alors bon, ils ont leur congrès, ok, d'accord. Hmm. Enfin, c'est eux qui nous ont contactés plutôt. On avait fait un communiqué, pardon, une conférence de presse, excuse-moi, une conférence de presse ça a été repris par pas mal de médias. Et donc, ils nous ont contactés. Donc, on leur a dit, nous, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Mais bon, ça fait 15 jours, quoi. Ah Ouais. non, mais Donc, je sais pas, je trouve que c'est un peu, c'est un peu mou, quoi. C'est un oui, peu oui, mou. mais de toute façon, c'est le corporatisme dans tous les métiers, un peu, tous les syndicats. Et puis, chacun regarde un peu sa chapelle. Et puis, bah, il y a rien qui avance. Puis, il y a surtout pas de projet long moyen terme. Il n'y a pas de stratégie, il y a rien. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. On attend. Les usines tombent aussi, hein. Faut pas croire, il y a pas. Tout tombe, hein. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, il y a la dernière papeterie de France qui est à Tarascon, qui est en train de fermer. La Euh, dernière papeterie de France. oui, avec 700 emplois, enfin d'après les médias, hein. Moi je leur fais confiance, hein. Enfin, en moitié, mais bon. Donc Tarascon, dernière papeterie. Donc
moi, je fais un parallèle un peu avec la viticulture, parce qu'on nous explique que le vin ne se boit plus. Oui. Bon. Et que donc, c'est pour ça qu'il faut arracher. Bon, très bien. Mm. Bon, c'est une prise de position comme une autre. Moi, je dis que Oui. c'est faux, mais bon, Oui. voilà. Mais je vais prendre la papeterie, c'est la dernière qui reste. Donc, il n'y a pas de concurrence, Non? puisque c'est la dernière. Elle devrait tourner à plein pot. Eh bien, elle ferme. Et la vigne, ça fera pareil, hein. Oui. On va nous expliquer qu'on est trop nombreux, qu'il faut encore enlever, 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 mais le vin, il rentrera d'ailleurs, hein. Bah, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas ça le problème, c'est Et pas le puis, fait. alors tu as ça, ça vient d'ailleurs, comme de la viande ou autre chose. Un, ça vient d'ailleurs, parce que la théorie de Ricardo, des avantages comparatifs, toujours le moins disant. Et deux, les modes de consommation dans les nouvelles générations, il évolue. C'est normal. Nous, on consomme pas comme nos grands-parents. Et nos enfants vont consommer différemment. Ah, c'est le cas. Si tu regardes, si tu vas sur France Agrimaire, et tu vas sur le conseil spécialisé de la vigne et du vin et du cidre, ils font des études là-dessus. Bon, c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, ils font une étude sur la consommation du vin, par exemple. Hmm. Donc, je suis allé voir un peu les chiffres. Et donc, la prochaine sera en 2027. Donc, la dernière est en 2022. Si tu regardes les non-consommateurs de vin, les non-consommateurs de vin, en 22 ans, de 2000 à 2022, ça n'a pratiquement pas bougé. C'est-à-dire que on était à 33%, on est à 37%. C'est pas, voilà. Donc, en fait, c'est les consommateurs de vin, pardon, qui ont changé la façon de consommer. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que les non-consommateurs n'ont pas bougé, pratiquement pas. Mais la façon, comme tu dis, la façon de consommer a fortement changé. Oui. Et c'est vrai, sur les consommateurs quotidiens, sont en baisse. Le diagramme, il fait ça, hein, il descend, Hmm. quoi. Donc, on a ouais, de nouvelles consommations et les jeunes ou les moins jeunes sont plus attirés sur des vins, je pense, plus légers, Oui. moins alcoolisés, plus fruités. Et c'est exactement le contraire qu'on leur propose. Ah bah oui. On propose des vins lourds, alcoolisés. Tu bois un demi-verre, t'es cartonné. Et donc, il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là, quoi. C'est sûr. Mais les non-consommateurs, eux, n'ont pas bougé. Donc, s'il y avait un travail à faire, je pense que au niveau de la viticulture, ça serait sur ces consommateurs, les faire revenir. Alors, normalement, on n'a pas le droit de dire ça parce que la consommation d'alcool, c'est pas bien. C'est vrai. Voilà. Mais voilà, et c'est ce qui explique l'engouement un peu plus pour la bière, Oui. même si c'est pas énorme non plus, hein. La progression de la bière, enfin, c'est contenu quand même. Mais enfin, ça existe, hein. Hmm. Voilà. Donc j'étais à une foire agricole ce week-end dans l'Aveyron, et il faut voir ce qui s'est consommé comme bière, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Bon. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Et puis, comme on en avait déjà parlé à une autre vidéo, il faut aller vers des cépages résistants. Ah bah oui. Résistants à la sécheresse, résistants aux coups de chaleur, résistants aux maladies. Pour moi, pour plus utiliser de traitement, hein, tout simplement, parce que d'abord, ça coûte une blinde, c'est pas bon pour la santé. Et puis bon, ça nous laisserait du temps aussi. Parce que le temps qu'on est sur le tracteur à faire le Tout à pingouin, là, fait. à péter, c'est des heures et des heures, des nuits et des nuits, hein. Enfin, Il figure-toi y a une que, partie de la solution qui vient dans les cépages et pour les cultures agricoles, dans les variétés. Et aujourd'hui, on a les outils, on a des outils pour améliorer la situation. On les a. Simplement, ah oui, économiquement, bah, il y en a qui n'ont pas intérêt voilà. ah oui, comme tu dis, les décideurs ne décident pas pour nous, ils décident pour le Oui. marché. Ah oui. Et le marché, bah, les faut marcher ou pas. Et moi, je me rappellerai toujours une réflexion d'un leader viticole, je tairai son nom, qui m'a dit un jour, mais toi, tu montes sur la table, tu fais beaucoup enfin, du style, tu es un peu révolutionnaire, etc. Ce que je ne suis pas. Mais fait que t'as pas d'argument, ben, tu t'attaques à la personne. Et alors moi, je lui avais répondu que mes parents m'avaient bien éduqué, que je mettais jamais les pieds sur la table. Mais donc, je ne montais pas sur la table. Mais moi, par contre, je passe pas sous la table non plus. Et voilà. Bon. Euh,
C'était il y a un moment. Bon, mais sur les cépages résistants, par contre, ce qui est d'intéressant, je trouve, c'est que au niveau de la recherche en France, on est à la pointe. On a avec l'INRAE qui est Oui, vraiment des cépages bouquets. Et alors, ce que je trouve charmant, c'est que je vois passer des petits articles par-ci, par-là, de vignerons qui ont leur propre cave, hein, et même des gros vignerons, hein, même des très très gros vignerons, qui ont pignon sur rue, et qui ont pris la carte des cépages résistants. Donc ils partent sur maintenant là-dessus, parce qu'ils s'aperçoivent que ils ont loupé le train un peu, donc ils courent derrière. Moi, je pense qu'ils ont raison, hein, parce que oui, d'abord, comme je te dis, ça coûte une blinde. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons une directive abeille. Nous, on n'a oui, pas le droit de traiter à certaines heures de la journée. à cause des abeilles. Oui. D'accord. Parce que la vigne, comme tu le sais, Et ça, c'est pas vrai que dans l'Hérault. ah non, c'est toute l'Europe. Oui, voilà. Ouais. Mais nous, si tu veux, on était un petit peu à l'abri, puisque la vigne, elle, se féconde par le vent, comme les oliviers, pas par les insectes. Ben, le problème, c'est que il y a des insectes quand même dans les vignes Eh ben oui. et des abeilles, parce Oui, que voilà. Et donc, cette directive s'applique. Donc, il faut traiter 2 heures avant et 2 heures après le coucher de soleil, ou 2 heures, enfin, il y a un truc comme ça. Donc, ce qui t'oblige à traiter la nuit. oui, oui. Donc voilà, donc tu te pars avec ton pulvé toute la nuit, tu vois. Ouais, voilà. Donc si tu pouvais te passer de tout ça, ben, c'est mieux pour ta Et, santé, c'est mieux pour la santé des abeilles, on va dire, de la biodiversité, puisque c'est un mot à la mode maintenant. oui, Et ça fait des économies aussi, des énormes économies. tout à fait. Et donc, on en vient à la question, Oui, parce que tu comptes 100, 120 € par passage à peu près, à de l'hectare, l'hectare. à l'hectare, on est en conventionnel, suivant les années, entre 100 et 120 euros chaque passage, Oui. par hectare, sachant qu'il y en a un minimum 7. Oui, il y a des années, moi j'ai vu des viticulteurs en faire jusqu'une dizaine, hein, des années. Ah oui, quand tu as d'énormes pressions, tu resserres les cadences. C'est des produits qui sont homologués sur 15 14 jours. Et au lieu de passer que tous les 14, tu passes tous les 8, tous les C'est 9. ça, c'est ça. Et donc, ça multiplie le nombre de passages et donc le coût. Voilà. Et donc, on en arrive au prix. Tout à fait. Toujours l'histoire du prix. Puisque le prix, c'est ce qui détermine si tu peux rester ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, les prix, ben, ça continue à ne pas décoller. On est sur des prix très très bas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un verre de vin, nous, on nous le paye 2 centimes, quoi. Voilà. 2 centimes le verre de vin. Oui, oui, bah oui. C'est merveilleux. Donc à ce prix-là, bah, je crois qu'on a tout dit quand t'as dit ça. Oui, ben, si, il manque une autre question, mais où passe l'argent? Parce qu'entre 2 centimes le verre et 3 4 ou 5 ou 6 ou 7 euros, comme je l'ai vu dans un restaurant, tu te demandes où passe le pognon, quoi. Là, il faut que tu écrives à ton président, qui est Emmanuel Macron, et Mais c'est, il va remettre en place le ruissellement. voilà. Oui, mais c'est pas mon président, c'est notre président. On est d'accord. Voilà, donc, et ça, Egalim, ça fait flop complet, hein. D'ailleurs, ils en parlent même plus. Non, Euh, ils n'en parlent plus. Il en a été question un peu dans le débat hier soir, après le reportage de Nicolas Legendre, et j'ai vu des gens, c'est normal, hein, des gens qui intervenaient sur les plateaux où il disait qu'il allait relancer les Galim. Il allait remettre de l'Egalim dans les productions. Mais ça, c'est pour nous enfumer, hein. Parce que Egalim n'a jamais été appliqué, hein. Ils ont non. tout détricoté. La grande distribution et les industriels, ils ont tout détricoté et Galim. Ça a été un coup de com' extraordinaire pour les élus, c'est tout. Oui, ben, ça, On connaît ça, c'est Macron dans toute sa, dans sa toute sa splendeur. splendeur. On a vu avec le Ségur pour la santé, Oui, ou le grand débat. oui, oui. Bon, voilà, un grand débat. Mais Hollande et Sarkozy avaient fait pareil, donc Oui, oui, voilà, oui. on n'est pas très à l'aise pour critiquer Macron. Ceux d'avant étaient pareils.
Voilà, ouais. Non, non, mais là-dessus, on est d'accord, hein. Ben, en attendant, les prix, c'est pas bon, quoi. Non. Non, alors le problème que vous allez avoir, c'est qu'il y a un âge moyen de plus de 54 ans des paysans en France, dont les viticulteurs sont dedans. Vous êtes 60 000 viticulteurs par là, 65 000. Hein, il y a des doubles actifs, mais vous êtes dans ces eaux-là. Le renouvellement des générations, vous n'allez pas être capable de l'assurer, les gars. Eh bien, c'est exactement là-dessus que je voulais en arriver, c'est que effectivement, il n'y a pas de relève. Ah Il non? n'y en a pas. Il y en a pas. Quand tu fais des assemblées générales de CARCOP ou de réunions de secteurs de la chambre d'agriculture ou que sais-je, tu vois que des cheveux blancs, hein. Oui, oui, oui. Et alors, c'est pas parce que les jeunes ne viennent pas, hein, c'est parce qu'il n'y en a pas. Ou très peu, quoi. Voilà, c'est très peu. Et quand tu mets tout bout à bout, quand tu rassembles tout, l'âge vieillissant, hein, puisque en Europe, l'âge moyen, c'est 57 ans. Quand Oui, tu en mets, il Europe. y a pas de renouvellement, les moins de 35 ans, c'est moins de 6%. Les prix qui bougent pas, donc on travaille en négatif. Des investissements. Moi, je te dis, j'étais à la foire à Barraqueville, dans l'Aveyron. Il faut voir le matos qui était exposé, quoi. Mais mais c'est des prix, mais ça vaut une baraque, hein, ça vaut une maison, un Ah oui, tracteur, hein. oui, 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 oui. Mais tu pourras jamais, Ah, vaut jamais. mieux vendre des tracteurs que les conduire, hein, que monter dessus. Et même, ils vont mieux vendre le carburant qui va dans le tracteur Ah oui? que ce que tu vas produire derrière ton tracteur. Non, mais c'est grave. Et moi, je vois les investissements qui se font alors qu'on est en pleine crise et qu'on voit pas le tunnel, hein, le bout du tunnel, hein. Et Non. donc là, tu te dis, est-ce que on pourrait pas assister d'un coup, comme une maison, tu sais, tu Ouais, passes devant tu une penses maison, puis ça, 5 minutes après, à elle s'effondre. l'effondrement, à l'effondrement. Un effondrement. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Je me dis, est-ce qu'on pourrait pas assister à un effondrement? Euh, c'est pas une question que je me posais il y a 6 mois. Mais là, vu qu'il n'y a rien qui bouge et que politiquement, il n'y a rien non plus, Non. j'espère, j'espère, que je me trompe totalement, Ah oui, bien sûr, et que j'espère. deux, j'espère que dans la tête des partis politiques et des hommes politiques, j'espère, ou des femmes politiques, pardon, j'espère Oui. qu'ils ne sont pas en train de penser uniquement à 2027. J'espère que c'est pas ça, leur face, enfin, j'espère que c'est pas ça, parce que si c'est ça, ça serait triste, hein. Mais il n'y a pas beaucoup de, quand on regarde un peu sur le champ politique ou même des experts, les gens qui parlent, il n'y a pas beaucoup de propositions concrètes, hein. Ils tirent pas les enseignements de l'échec du modèle dans lequel on est depuis des décennies. Ils devraient dire, bah, ça y est, le constat, il est fait maintenant. On a échoué. En plus, il y a les suicides, hein. C'est dramatique au niveau agricole ce qu'on vit. Et ils tirent pas les enseignements. Ils disent pas, bah, on s'est trompé. On repart d'une feuille blanche et on monte un nouveau modèle viticole, agricole. On essaye, on fait autre chose. On peut essayer, hein. On s'est trompé. On essaye, non? Non, non. Oui, Ah, ils tout à se fait. remettent pas en cause, hein. Il y a un proverbe qui dit qu'il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Oui, c'est vrai. Bon, alors, bon, moi je pense pas qu'ils soient idiots, hein. Tout Non. simplement, ils sont attachés au marché, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Où il y a trop de gens qui ont des intérêts dans ce modèle-là économique tel qu'il est mis en place, et comme il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts économiques, ils ont un pouvoir de nuisance important pour nous empêcher de proposer, nous, un autre modèle. Ah ben, c'est ce qu'on voit bien dans le documentaire dont on a parlé au début, de la partie justement où si tu proposes autre chose, tu te fais dessouder. Mais justement, j'en reviens à cela, c'est peut-être pas au rôle d'un paysan, mettons, dans sa ferme, qui va se mettre en bio, puisque c'est l'exemple qu'on nous montrait, Oui, qui va s'attirer les foudres de tous ses amis autour de lui. C'est pas à un paysan isolé à porter cette responsabilité. Normalement, il y a pour ça
des organisations, des partis politiques, des élus qui sont là pour faire ce genre de boulot. Euh, moi, je suis en train de relire là les discours, enfin pas les discours, pardon, les articles qu'avait écrit Jaurès dans la Dépêche du Midi, et parce qu'il s'intéressait beaucoup à la question paysanne, Oui. et je te garantis que lui faisait le job, hein. Il a payé de sa vie, mais et aujourd'hui, ouais, comme tu dis, alors moi je dirais qu'il y a deux camps. Il y a celui donc que tu décris. On fait pas l'analyse de ce qu'on a fait comme politique, et la catastrophe dans laquelle ça nous amène. Et puis il y a l'autre camp qui part dans des trucs de productivisme, développement durable ou je sais pas quoi, voilà, mais qui écoutent pas aussi ceux qui leur disent non mais attendez, nous on n'a pas envie de faire ça. Il y aurait peut-être entre les deux quelque chose à faire, notamment bah, comme tu l'as dit tout à l'heure hein, sur la viticulture par exemple, Mm. sur les cépages résistants. Ah oui, euh, c'est une façon de sortir. Je n'ai pas dit que c'est la solution parce qu'il faut le prix derrière, hein, bien sûr. évidemment. Il faut les deux, hein. Mais, On revient mais tu toujours à la vois, marge. ouais, S'il n'y a mais pas tu des vois, marges nettes correctes, ça ne marchera pas. Mais après, les changements, les mutations, on est dans une mutation de société, on le sait très bien, même dans les consommations, les modes de consommation agricoles ou viticoles, mais faut le faire pas contre les paysans, mais avec les paysans. Ça marchera pas contre les paysans non plus. exactement. C'est ce que, oui, 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 il faut les faire avec, bien sûr, avec les C'est-à-dire paysans. que les gens, faut les amener à comprendre qu'il y a sûrement des étapes à passer, des modifications à faire, mais on peut les accepter et les faire qu'à une seule condition, c'est qu'on soit rémunéré. Si on n'est pas rémunéré, moi, je dis ça suffit. On nous a Ah oui, assez tordus comme ça. la rémunération, c'est la base. Mais après, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, hein, ça peut pas se faire contre les Non, paysans. Ça, non. c'est impossible. Et il faut aussi arrêter de ne pas tomber dans le piège dans lequel certaines veulent nous faire aller, et d'ailleurs qui fonctionne, hein, c'est-à-dire les uns contre les autres. Oui, c'est Euh, ça. je vais te raconter ce qui s'est passé donc à cette foire où j'étais donc ce week-end, où j'ai un collègue du MODEF qui parlait avec un agriculteur. Et cet agriculteur, il n'est pas au MODEF. Bon, il discutait. Et un troisième Laurent qui arrive. Et tu sais comme ça se passe. Ah, tu changes de camp? Ben non, tu changes pas de camp, on est tous paysans. Bien sûr. C'est... Et donc, on essaye de, tu sais, de nous opposer Oui, oui, les uns contre les autres oui, oui. pour nous dévier, en fait, de ce vraiment Ah à ben quel... ça, c'est en permanence parce qu'il n'y a pas de vision globale, c'est fait exprès. Il y en a qui ont des visions globales, mais ceux-là, on va pas les faire passer le moins possible hein, dans les médias, ou très peu, ou même on va les verrouiller. Donc on va opposer les irrigants contre ceux qui irriguent pas, les méthaniseurs contre ceux qui n'ont pas de méthaniseurs, enfin, etc., etc., les bio, les... Alors, bah, pendant ce temps-là, on parle pas du fond. Qu'est-ce qu'on Exactement. propose pour avoir des prix rémunérateurs pour que les paysans puissent vivre? Parce qu'on peut faire les deux en même temps, hein. On peut avoir des prix rémunérateurs et modifier notre modèle. Les deux peuvent se faire. Et ça doit se faire. Ah, bien sûr. Ça doit se faire parce que sinon, je pense que il va pas rester grand monde, hein. Non. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, avec les informations qu'on a aujourd'hui, avec la préparation de la nouvelle PAC, Oui. où ils vont mettre un sacré coup de ciseau, Oui. puisqu'ils voudraient la enlever 22%, diminuer de 22%, ce qui est énorme. Et bien sûr, ils vont pas couper, ils vont pas supprimer les 22% aux plus riches, hein. Ils vont s'en prendre Alors, dans le même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce que le modèle économique tel qu'il est orienté en France et en Europe et dans l'Occident globalement, on va réduire les budgets pour la santé, pour l'hôpital, pour la PAC, pour les paysans, et on augmente dans les produits intérieurs bruts des pays le budget armement. c'est ça. On C'est fait monter, intéressant quand même. On trouve de l'argent pour fabriquer des canons et des bombes et des avions, mais il n'y en a pas pour les infirmières, les aides-soignantes, l'hôpital, les maisons de retraite, ce qui est
quand même un élément incontournable de la vie des hommes, et puis pour les agriculteurs non plus, puis pour d'autres, hein, je parle des... Voilà. Ce que je disais au départ, c'est qu'on est dans une économie de guerre. Ah oui, Il nous prépare à ça. Et oui, oui, il ferme les services publics, ouais, pour c'est ça. encore des suppressions de postes dans les écoles. On nous explique, oui, mais on anticipe le fait qu'il n'y aura pas d'enfants. Voilà, ok, d'accord. Ils ont toujours les bonnes excuses, hein. Et comme tu dis, c'est à la fois on ferme donc les services publics, les écoles, les hôpitaux, etc. Et en même temps, on ferme la dernière usine de papier en France. On ferme, j'ai vu qu'on fermait d'autres. Tous les jours, tu as une entreprise qui ferme, hein. Ouais, Tous les jours. C'est une grosse boîte, hein, je parle, hein. Des petites ouais. entreprises, ça, c'est tous les jours. Donc on est Et dans une économie de guerre, donc c'est pour ça que bah, ils déclenchent des guerres en permanence, parce que contrairement à ce qu'on pense, les Américains ont déclenché 47 ou 48 conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils déclenchent des conflits dans le monde en permanence. Il suffit d'aller voir, hein, en Afrique, partout. Donc voilà, on est ouais, dans une économie de guerre, hein, effectivement, hein, c'est ce que tu dis, Didier, est parfaitement la vérité. ouais, ouais, les Américains sont en train de se trouver en difficulté face aux Chinois. Et en Voilà, fait, ce qui se passe en Iran et un peu partout, c'est la Chine qui est visée, hein. bien sûr. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui se Bien passe. sûr, c'est le bloc des BRICS qui est en train de passer devant nous, l'Occident. On a dominé les autres pendant plusieurs siècles, et là, maintenant, ça se renverse, la tendance. Et maintenant, en produit intérieur brut, ils sont passés devant nous au niveau du G7, hein. Voilà. Donc, les Américains, ils déclenchent des guerres pour ne pas avouer bah, la fin d'un modèle économique qui les a amenés dans le mur, hein. On voit très bien les menaces en permanence, hein, y compris sur l'OTAN. Ah C'est-à-dire oui, qu'ils sont prêts même à sacrifier ce qu'ils avaient construit après-guerre, tout à fait. mais ils avaient construit cela contre l'Union soviétique. Contre le pacte de Varsovie, ouais. Voilà, mais aujourd'hui, bon, la Russie, ça n'a rien à voir avec l'Union soviétique, hein. Mais aujourd'hui, ça s'est déplacé, donc c'est la Chine qui visait, ça c'est clair et net, hein. Il faut bien regarder les conflits, les bases américaines où elles sont aujourd'hui, elles Oui, sont basées dans le Moyen-Orient et en Asie, hein. tout à fait. Ils ferment l'Allemagne parce qu'il n'en a plus rien à branler de l'Allemagne. C'est plus là qu'il y a le problème pour lui, enfin pour Trump et ses amis. Et donc voilà, et nous, on est en plein milieu et on a des gouvernements qui nous expliquent qu'il faut sacrifier nos enfants. Oui, oui, alors ça, oui. Et on refait comme en 14 et en 39, hein. Oui, oui. Il y a qui nous prépare à ça. Alors, ça ne sera pas la même, hein, bien sûr. Non, Mais non. et voilà. Et donc, il faut trouver de l'argent pour Donc financer les alors porte-avions, les fusées, les bombes, etc., quoi. nous, on est privilégiés, si on veut être tout à fait honnête par rapport à beaucoup de gens. On a la guerre économique, on l'a depuis un moment, mais on n'a pas la guerre militaire. On n'a pas des bombes encore qui tombent sur Montpellier. Parce qu'il y en a qui ont les deux. Il y en a qui ont les bombes sur la tête, plus la guerre économique. Mhm. Nous, Ouais, on n'a ouais. pas les deux. Non, non. Mais bon, le surarmement, le développement. Enfin, moi, je sais pas si tu as remarqué maintenant dans les émissions, enfin, les informations, les chaînes à information continue, là. Oui, oui. Je sais pas si tu as remarqué maintenant. Tous les jours, on a un militaire. Ah oui, tous Des les jours. militaires qui sont invités. Oui. Voilà. Et on prend ça comme une habitude. Oui. Ils sont là et Bah, voilà. ça occupe tout l'espace médiatique globalement. Les gens qui font de l'aide à la personne, qui s'occupent des personnes âgées, les infirmières, les aides-soignantes, les gens qui nettoient les villes, tous les gens qui nettoient les villes la nuit pour qu'elles soient propres, ces gens-là, ils sont jamais mis en avant dans l'actualité. Jamais. Même, ouais, ouais, toute personne qui va bosser tous les matins. Ah, Mais par contre, ben voilà, le général de machin, le colonel oui. bidule, Bah, c'est une euh, économie de guerre, hein. qui nous explique que la guerre, c'est pas bien, mais qu'il faut la faire. Oui. Et que voilà, ils sont là pour reprendre les éléments de langage de l'Élysée, plus ou moins, on va dire. Et on veut nous habituer à ça. Et même dans les écoles, hein, maintenant, on t'explique qu'il faut faire un service national bidule, là. L'armée, maintenant, qui rentre dans les collèges pour montrer les blindés, regarder nos armements et tout. Mais qu'est-ce que foutent les militaires dans les écoles? Ils n'ont rien à foutre dans les écoles, quoi.
Et c'est petit à petit, petit bout par petit bout, on essaye de nous mettre ça dans la tête du sacrifice ultime de nos enfants. Bon, moi, je marche pas dans la combine. Mais non, mais nous, bon, voilà, on s'est construit au fil du temps. On est tombé dans le panneau, hein, la plupart d'entre nous, on s'est fait avoir aussi, hein, Ah bah quand oui, on mais était ça jeune. c'est... Et puis mais- après, bah, tu sais, on en apprend toute notre vie, hein. Moi, toutes les semaines, j'apprends quelque chose dans les dossiers à défendre les gens, toutes les semaines. Tu crois savoir, et puis en fait, il y a plein de choses que tu sais pas. Donc, tu apprends toutes les semaines en rencontrant des gens qui ont de l'expérience. mais après, tu as aussi un phénomène où tu te dis, ça peut pas aller plus bas. Ils vont pas quand même nous faire plus. Ben Ah, ça, on si. ne sait pas si ça peut pas aller plus bas, hein. Ben Je si, sais mais à pas. chaque fois, ça repousse au curseur. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Et moi, je te le dis, hein, quand je vois là, quand j'ai commencé mon métier il y a plus de 35 ans, et alors quand j'étais minot, n'en parlons pas, quand je voyais les vendanges qu'on ramassait, les raisins, mais Oui. tu vois, ça dégueulait de partout les raisins, et c'était des vendanges merveilleuses, etc. Et que je vois qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi, on ramasse que dalle, les vignes sont arrachées, abandonnées, les caves ferment les unes derrière les autres. Et puis, la mécanisation à outrance, la robotique, elle est indispensable parce qu'elle permet de travailler dans de meilleures conditions. Mais si elle n'est pas encadrée, elle n'est pas régulée, si on automatise tout, ça va contre l'homme au bout d'un moment. Il faut que l'homme utilise la machine pour se passer des travaux pénibles, hein, comme l'intelligence artificielle, l'IA qui arrive. C'est un outil qui doit être au service de l'homme et non pas l'inverse. Parce que le problème, c'est que la machine va prendre le dessus sur l'homme avec le pognon. Bah, nous, ce qui nous freine dans la robotique en viticulture, c'est la taille de la vigne. Oui, Bon. Il y a eu des essais, ils appellent ça bon, la taille rase de précision. Bon, c'est ni ras, ni précis, ni de la taille. bah, tu peux mettre un Mais, robot à tailler des vignes, mais il va pas aller vite, ça va coûter une fortune. ah non, mais là, c'est bon, en fait, ça prétaille. Bon, bref. Ils ont développé ça. Bon, ça, de toute manière, on va aller vers là parce que ils vont être obligés parce que ça devient trop onéreux. Mais c'est pas la solution parce que dès que tu vas baisser tes coûts de production, ben, le prix du vin va baisser. Parce que les négociants, eux, vont en tenir compte. Oui, oui. Ah, bien Donc, sûr. donc, tu vas te développer encore plus et tu vas encore plus t'encroumer, Bah, parce parce que qu'on revient à la base, c'est pas toi qui fais la facture. voilà, voilà, c'est tout. Ben, ce qu'on avait dit une fois, hein, c'est la politique de l'offre, hein, donc on essaye euh, de concurrencer, d'être concurrentiel, et de baisser les coûts de production, mais à un moment donné, tu peux plus, quoi. Tu arrives Politique à de l'offre, tu l'offre, arrives à rien. politique de l'exportation, politique du moins-disant social, politique de subvention. Comme il y a une absence de reconnaissance de prix, bah, on subventionne dans tous les sens, n'importe comment d'ailleurs. Ben là, tu as la Charente, aujourd'hui, Charente-Maritime avec le Cognac, qui sont vraiment, je pense que il faudrait étudier ça un peu plus près. Il faudrait que je m'y penche un peu plus Et la sérieusement. crise du cognac est très grave, Oui, mais d'après les infos que j'ai, moi. ah oui, oui, mais ce qui est intéressant dans, justement, en Charente et Charente-Maritime, c'est qu'ils ont été les bons élèves de cette politique. Oui, C'est-à-dire que quand ils ont liquidé les droits de plantation, qu'on est passé au système d'autorisation de plantation, oui, eux, ils faisaient péter le bouchon de champagne. Sans vouloir être, tu sais que oui. là-bas, en Charente-Maritime, il y a une appellation qui s'appelle champagne. Mais c'est pas du champagne, mais bon, bref, passons. Et, euh, et nous, on leur avait dit, mais vous tirer une balle dans la tête, quoi. C'est pas, même pas dans le pied, quoi. C'est dans la tête que vous la tirez. Parce qu'ils ont demandé, grâce au nouveau système, nouvelles autorisations de plantation. Et ils ont suivi le marché, qui leur ont dit, mais allez-y, plantez, c'est super, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus forts, allez-y, plantez, plantez, parce qu'on vendra tout, vous allez devenir riches. Et les gars, ils ont récupéré 14 000 hectares de nouvelles plantations. Et ils les ont plantés. Et maintenant, ils veulent les arracher. Parce que, donc on a pris, alors elles étaient pas primées, hein, les aides, hein. Mais il n'empêche qu'on a déstructuré le marché du vin, on a déstructuré avec l'OCM20 de 2008, justement le marché du vin, avec la fin des droits de plantation. Eux, ils ont cru pouvoir bénéficier de cette nouvelle politique de libéralisation, et résultat, aujourd'hui, bah, ils se prennent la porte dans la gueule, quoi.
Et aujourd'hui, ils demandent des primes pour arracher. bien sûr. Voilà. Et c'est pas vieux, ça a 10 ans, hein. Ah non, ça va très vite, Ça va très vite, hein. très très vite. Donc voilà, donc c'est un exemple, non pas à prendre en, Ah en ben considération. quand c'est pas géré, ça va très vite. Bah oui, ils sont tombés dans le chant des sirènes du marché. Voilà. Tellement, voilà, la différence entre un vigneron qui se retrouve avec ses cuves pleines de pinards, qui peut pas distiller pour faire du cognac, et le négociant qui, lui, de toute manière, il prendra ce qui lui intéresse et le reste, il te dira, tu le gardes. C'est pas les mêmes intérêts, hein. Et le marché lui Ouais. fait pas de sentiment, hein, comme disait mon collègue dans le reportage de France 5. Le marché, lui, il a pas d'amis, il fait pas de sentiments, hein. C'est toujours produire moins cher, moins cher, moins cher, moins cher que moins cher. Donc à ce jeu-là, ben, tu vois où on arrive, hein. On voit où on est maintenant. Oui, mais ce qui est quand même triste dans cette affaire, pour revenir au droit de plantation, c'est que on l'a accepté, quoi. Bien sûr. Et Alors, si on l'avait refusé, ça passait pas, hein. C'est ça qui est le pire. Parce que ouais, ben quand tu non. reçois quelque chose où tu peux pas, comment dirais-je, tu peux pas intervenir vraiment. Bon, tu le prends dans la gueule, puis c'est tout. Mais quand tu avais la possibilité de dire non, on n'en veut pas, et que tu as rien dit, tu n'as rien fait, ah, c'est quand même triste, hein. Bon, la FNSEA était pour, hein, la libéralisation des droits de plantation. Ah, mais il n'y a pas que la FNSEA, ils étaient tous Mais pour. il n'y a pas que la FNSEA qui était pour à l'époque, mais Oui, globalement, les négociants, tous ces gens-là, ils poussaient à la roue. mais justement, quand tu es un syndicat, tu dois défendre les intérêts de ceux que tu représentes. Normalement, oui. Si c'est pour rouler pour le marché, à quoi ça sert? Mais non. Mais c'est Et là, c'est clair. toute la problématique qu'on a eue dans nos métiers, ça continue, c'est qu'il n'y a pas d'interface entre les privés et les coopératives et le représentant. Le représentant syndical, il est en même temps administrateur au président de la coopérative. Et ça, là, il y a conflit d'intérêts. Tout à fait. Bien sûr. Il y a, ben, c'est la cogestion. Oui, c'est La ça. C'est ce qu'ils ont cogestion. dit, hein, la cogestion. Ça, par contre, c'est vrai que tous les métiers ne sont pas comme ça. Ah non, non. Ah Non. non. Ah non, l'agriculture est vraiment. Alors j'ai Bah, employé un mot qui. l'agriculture, on va dire, je pensais l'autre fois, je disais, là, j'étais à défendre un gars dans un tribunal et je disais que l'agriculture, c'était un monde à part. Et il a bien fait, il m'a repris, il m'a dit non, c'est un monde particulier. Et c'est vrai. C'est pas un monde à part, on est dans le monde avec les autres, mais c'est un monde très particulier, le monde agricole. Très particulier. Ben, il est quand même séparé un peu quand même. Mais ça a été voulu, hein, parce que moi, je peste toujours contre les écoles, les lycées agricoles. Ah, bien sûr. Pourquoi les lycées agricoles, ils dépendent du ministère de l'Agriculture? Et ça continue, les lycées agricoles. Mais c'est pas normal. Il n'y a pas d'amélioration. Non. C'est- Parce que dans Mais, les lycées agricoles, qui c'est qui va intervenir comme agriculteur dans les lycées agricoles? Qui est-ce qu'ils ont comme intervenant? Toujours les mêmes, hein, hein? c'est tout. C'est pour ça qu'ils veulent que ça reste le ministère de l'Agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture, il est tenu par la FNSEA. Bah oui. Ça serait l'éducation nationale, ça serait plus compliqué pour eux. Parce Ça qu'en face, serait plus compliqué, oui. ils auraient en face des syndicats. Oui, ça serait Euh, différent. Totalement différent. alors, c'est pas pareil, hein. Là, on leur dirait, messieurs, vous restez devant la porte, hein. Il y aurait du bon et du moins bon, mais ça serait différent. Ah, moi, je préférerais. Oui, ah oui. Donc, Parce que ça, c'est du séparatisme, hein. il n'y aurait pas l'emprise de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Ouais, ouais. Mais tu trouves pas ça dans les autres corporations. Tu vois pas Non, d'école, de lycée, de l'artisanat avec le ministère, tenu par le ministère de l'Artisanat. Pourquoi il y a une non, exception avec l'agriculture? Posons-nous la question. oui, C'est pas normal. non. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah ben, Bon, ben voilà. donc, est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion sur ce problème viticole? Bah, nous, on va continuer, comme je te dis à chaque fois, on lâche pas l'affaire. On va voir venir et puis on se donnera un rendez-vous dans quelques mois. Là, on doit rencontrer une députée écolo, Giste, Ah oui, Madame, oh, je me rappelle jamais son nom, de la Drôme. Ah, je m'excuse auprès d'elle, hein, j'ai oublié, j'ai mangé son nom. Et on doit la rencontrer parce qu'on lui a proposé une dégustation
de vin à base de cépages résistants. Et on espère, alors là, normalement, on doit la rencontrer d'ici la fin du mois. Et bon, nous, on entretient des relations quand même avec quelques élus pour essayer de leur faire comprendre de l'urgence, quoi. Voilà, et puis je te dis dans quelques mois. Oui, tu me diras le compte rendu, qu'est-ce qui avance. Mais là, c'est bien maigre, hein. Faut dire qu'aujourd'hui, c'est bien maigre, hein. Tout le monde est un peu, je dirais Hmm. que l'année 2027, on voit pas de dynamique. Non, non, Puis on est assommé avec, bon, les gens dans les exploitations ont peu de temps libre, hein. Beaucoup de boulot globalement quand même, hein. Et puis assommé par le coût de l'énergie. ouais, Et le ratio administratif, bon, c'est pas ça le cœur du sujet parce qu'il n'y a pas de revenus, mais la partie administrative n'a pas diminué et dans le même temps, les revenus baissent. Alors, si on avait des revenus, on peut déléguer des fois quand on est débordé ou qu'on n'aime pas trop l'administratif. Mais là, on peut pas déléguer parce qu'on ne pourra pas payer la personne pour déléguer. ouais. Voilà. Là, avec la facturation maintenant électronique qui vont rendre Oui, obligatoire, ça va avoir un coût, mais exorbitant pour des petites structures qui ont très oui, peu de revenus et ça va leur coûter 50 60 balles par mois. oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Ils vont c'est énorme. récupérer, le gouvernement va récupérer quand même un peu d'argent avec ça. On saura, je pense, quel montant, parce qu'ils font la chasse à la fraude à la TVA. Mais bon, voilà. Il ferait mieux de regarder du côté Mais oui, mais ça, je sais bien. de chez Total et compagnie. Non, non, mais ça, on est bien d'accord. On est bien Mais d'accord, mais non, non, bon. mais comme tu vois, ce truc de facturation électronique, moi j'ai plein de petits exploitants ou d'artisans même qui me disent, mais c'est pas vrai, ils vont pas nous faire ça. Ben, j'ai dit, oui, Si, si. tu n'auras pas le choix, hein, alors là, ils savent les prendre les décisions, hein. Là, t'en fais pas, là. Oui, Euh, oui, c'est bizarre. Quand on leur demande des choses, c'est jamais possible. Mais là, des ouais. choses comme ça, ils mettent pas de temps à les prendre, hein. Ah oui, 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 t'en fais pas, quoi. Oui, Oui, parce que sur le carburant, par exemple, c'est vrai que là, il y a une énorme faute de ne pas vouloir faire baisser le prix, quoi, en diminuant les taxes. C'est pas normal. C'est pas normal. non, non, mais bien sûr que non. Voilà. Donc, Ben écoute. écoute, Didier, si c'est ton mot de la fin, je te dis à bientôt. Tu t'es le Ouais. bienvenu quand tu as des nouveaux messages à passer. Ou Hmm. si ça bouge dans la production viticole, dans la profession, s'il y a du nouveau, t'hésites pas à me sonner. Ok, très bien. Et je te dis bonne soirée et à bientôt. À toi aussi. Au revoir. Salut Didier. Salut.